Est-il moralement possible de fouler les tapis rouges du palais du peuple à Kinshasa avec sérénité alors que le bruit assourdissant des obus déchire encore le silence précaire de Mugunga? C'est dans cette atmosphère de fracture nationale où les dorures de la capitale contrastent violemment avec la boue des camps de déplacés que s'ouvre ce lundi 16 mars 2026 la rentrée parlementaire de notre pays. Avant d'entrer dans le vif de l'évidence des faits, je salue nos compatriotes de la diaspora à Bruxelles, Montréal et Johannesburg. Vous qui de loin portez le poids de la nation, votre regard lucide sur nos défaillances est le carburant de notre exigence journalistique. Le fil conducteur de cette édition Prestige est une interrogation vitale pour notre avenir souverain. Entre la diplomatie de papier signé dans le confort de Washington et la réalité du sang versé pour notre coltan à l'Est, où se situe la véritable souveraineté de notre nation? Nous ne sommes pas ici pour lire des communiqués, mais pour sonder les reins et les cœurs des dossiers qui fâchent. Nous passerons au scanner les accords de Washington, nous évaluerons si le nouveau tribunal financier est un bouclier réel ou une simple institution de prestige, et nous rejoindrons nos frères quinois dont la santé financière est étranglée par une grève des transports. Ce soir, nous refusons les demi-vérités. L'heure est à la lucidité nationale, car pendant que les discours s'enchaînent sous les climatisations de la Gombe, nos frontières physiques et économiques continuent de subir des assauts sans précédent. Ce lundi 16 mars 2026, l'attention de toute la nation se cristallise sur le Palais du Peuple. Cette session parlementaire de mars n'est pas une simple rentrée administrative. Elle constitue le pivot stratégique de notre survie immédiate. Au centre de l'arène législative se trouvent les projets de loi portant ratification des accords de Washington, déposés officiellement le 7 mars dernier par la Première ministre Judith Suminwa. Ces textes visent à entériner un partenariat tripartite entre notre pays, les États-Unis et le Rwanda, présenté par les chancelleries occidentales comme l'unique voie de stabilisation pour la région des Grands Lacs. Au niveau international, ces accords ne sont pas nés du hasard. Ils s'inscrivent dans une course mondiale pour les minerais critiques, où Washington cherche désespérément à sécuriser ses approvisionnements en cuivre et cobalt face à l'hégémonie asiatique. Pour le département d'État américain, la paix dans l'Est de notre nation est un paramètre de leur propre sécurité énergétique. C'est la justification officielle portée par les présidents des deux chambres, Emeboji et Sama Lukonde, qui après avoir été reçus par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous promettent une lueur d'espoir et un apaisement sécuritaire grâce à ces ratifications. C'est la version officielle. Mais regardons ce dossier avec les yeux de la réalité. Pourquoi le destin de nos mines de coltan et d'or semble-t-il désormais indexé à des accords de partenariat stratégique avec des puissances extérieures? Le scepticisme est un devoir citoyen, quand on voit l'écart entre les promesses de paix et le maintien des zones occupées. La coalition Mossack, unissant 81 organisations de la société civile, lance un cri d'alarme frontal. Elle exige la suspension immédiate de toute exploitation minière dans les zones sous occupation tant que nos territoires ne sont pas libérés. Pour ces patriotes, ratifier ces accords aujourd'hui reviendrait à légitimer le pillage de nos ressources sous un vernis légal international. Cette voix indépendante nous rappelle que la souveraineté ne se délègue pas. Mossack demande également l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et la création d'un tribunal spécifique pour juger les crimes de guerre, refusant que la paix se négocie sur l'autel de l'impunité. Pour l'élite à Kinshasa, ces accords sont une garantie de stabilité macroéconomique. Pour la classe moyenne, c'est l'espoir d'une relance du climat des affaires. Mais pour nos compatriotes qui vivent sur les sites miniers de l'Est, c'est une question de vie ou de mort. Sommes-nous encore maîtres de notre sous-sol si Washington identifie nos gisements comme des enjeux de sa propre transition énergétique? La dépréciation de notre dignité souveraine n'est pas qu'une courbe diplomatique. C'est une érosion silencieuse du droit de chaque Congolais à disposer de ses richesses. Si ces textes augurent des changements meilleurs sur le papier, ils ne pourront être validés que si l'évidence des faits sur le terrain confirme le retrait total de l'agresseur. La responsabilité de nos élus est historique. Vont-ils signer un chèque en blanc stratégique?
ou exigeront-ils le respect strict de l'intégrité de notre territoire avant tout paraphe final? Cette incertitude législative à Kinshasa trouve un écho tragique et immédiat sur le front sécuritaire, là où les accords n'ont pas encore fait taire le fracas des armes. Malgré les discours lissés sur la montée en puissance de nos forces de défense, l'évidence des faits dans l'est de notre nation nous ramène à une tragique réalité de sang et de cendres. Dans la nuit du 11 au 12 mars, le site minier de Mushasha, en plein territoire de Mambasa, a subi une attaque d'une violence inouïe. Revendiquée par l'organisation État islamique, cette incursion a coûté la vie à au moins 7 de nos concitoyens. Les installations minières ont été incendiées et plus d'une centaine de personnes ont été enlevées, jetant des milliers de familles sur les routes vers Nyanya dans un exode désespéré. Cette montée du terrorisme lié aux ressources n'est pas isolée. Elle fait écho à une instabilité globale où les groupes extrémistes ciblent les zones de non-droit pour financer leurs activités. Le ministère de la Communication, par la voix de son porte-parole, a fermement condamné cette attaque, mettant en avant la destruction récente de bastions ADF et la récupération d'explosifs. Sur le papier, l'autorité de l'État se rétablit. Mais sur le terrain réel, le paradoxe est insupportable. Beni est devenu le chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Mais nos agents de l'État y travaillent dans des bureaux loués, sans électricité fiable, vivant dans une précarité qui insulte la fonction publique. Regardons l'écart entre le communiqué et la réalité. Pendant que le gouvernement présente ses condoléances, nos frères de Goma, dans le quartier Mugunga, ont encore tremblé cette nuit sous les détonations d'armes lourdes. 3 morts, des boutiques pillées et un sentiment d'abandon total. Comment parler de normalisation quand le chef-lieu provisoire d'une province n'a même pas les infrastructures pour loger dignement ses administrateurs? La société civile locale de Mambasa rappelle que cette attaque à Mushasha brise une accalmie de façade et prouve que l'agresseur se réorganise dès que les projecteurs de Kinshasa se détournent. L'impact de cet échec sécuritaire touche toutes les fréquences de notre nation. Pour l'élite, c'est une perte d'attractivité minière. Pour la classe moyenne, c'est une menace sur l'approvisionnement des marchés urbains. Pour le terrain, c'est le front de la survie quotidienne. Pourquoi le sang continue-t-il de couler alors que Washington parle de paix? La douleur d'une mère à Mugunga ou d'un père enlevé à Mushasha n'est pas une statistique de plus dans un rapport de l'ONU. Elle est la preuve que notre stratégie de défense doit quitter les bureaux de la capitale pour s'ancrer dans la réalité des tranchées. L'indépendance de notre nation ne se mesurera pas au nombre de communiqués de condamnation, mais à la capacité d'un citoyen de Mambasa à dormir sans craindre d'être réveillé par une baïonnette. Tant que nos administrateurs à Beni vivront comme des déplacés dans des bureaux de fortune, la souveraineté restera un concept creux pour ceux qui portent le poids de l'agression sur leurs épaules fatiguées. Cette insécurité physique qui paralyse nos provinces minières n'est que le miroir d'une insécurité financière profonde. Une gangrène que l'État tente aujourd'hui de soigner par une nouvelle institution. Le 14 mars 2026 marque un tournant législatif majeur avec la création par ordonnance-loi du Tribunal pénal économique et financier, en sigle TPEF. Cette institution spécialisée, assortie d'un parquet général dédié, a pour mission affichée d'éradiquer la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment des capitaux. Doté d'une autonomie budgétaire propre, ce tribunal aura son siège à Kinshasa et disposera d'au moins 40 juges, dont 20 magistrats de carrière et 20 assesseurs. Sa structure est imposante, avec 5 sections spécialisées allant des minerais à la fiscalité, en passant par les télécommunications et les marchés publics. Cette création s'aligne sur les exigences des institutions financières internationales comme le FMI, qui conditionnent souvent leurs appuis budgétaires à une lutte visible contre la criminalité économique. Cependant, face à cette nouvelle machine judiciaire, le scepticisme factuel s'impose. Le professeur Gio Sekimonyo apporte une rupture critique salutaire. Pour lui, le problème n'est pas tant la corruption que la corruptibilité.
Ajouter une troisième roue à une bicyclette n'aide pas si le cycliste est affamé et le mécanisme rouillé. Créer un tribunal de luxe alors que le reste de l'appareil judiciaire est en déliquescence ressemble plus à une facilité politique qu'à une réforme de fond. L'évidence des faits nous montre que sans une rémunération digne des agents publics, la corruption devient une adaptation structurelle à la survie. Prenons le cri de détresse de l'intersyndicale de la SONAS. Armand Osacé dénonce un code des assurances qui sacrifie notre souveraineté nationale au profit des firmes étrangères. Aujourd'hui, des secteurs souverains comme l'incendie, le transport ou le tout risque chantier sont réassurés à l'extérieur. Nous sommes le seul pays au monde où l'assureur national est ainsi dépouillé de sa substance. Les immeubles le long du fleuve et les milliers de véhicules sans assurance sont autant de ressources qui échappent à l'État, pendant que l'on crée de nouveaux tribunaux. L'impact du TPEF doit être évalué sur 3 fréquences. Pour l'élite, c'est un signal de bonne gouvernance envoyé au marché. Pour la classe moyenne, c'est l'espoir que son épargne ne sera plus engloutie par des prédateurs en col blanc. Pour le terrain, c'est la promesse que l'argent des routes ne finira plus dans des villas à l'étranger. Mais la question demeure. Ces 40 juges seront-ils réellement imperméables à la tentation si leur statut social ne change pas radicalement? La souveraineté financière ne s'exprime pas par des décrets, mais par la capacité de l'État à protéger ses propres outils de revenus, comme la SONAS, contre le pillage légalisé. La lutte contre la criminalité financière n'est pas qu'une affaire de magistrats. C'est le socle de la dignité de chaque foyer congolais. Sans une volonté politique de restaurer la puissance de nos institutions souveraines et de payer dignement ceux qui nous servent, le TPEF risque de n'être qu'une énième vitrine pour les bailleurs de fonds, tandis que nos infrastructures continueront de tomber en ruine sous le poids des détournements impunis. De la corruption feutrée des bureaux de Kinshasa aux routes défoncées de nos provinces, le lien est direct. C'est la paralysie de notre moteur économique national qui est en jeu. La fluidité du moteur économique dans le Sud Kivu a subi un coup d'arrêt brutal ce dimanche. Le trafic vital entre Bukavu et Uvira est désormais coupé à Kassambura, dans la plaine de la Ruzizi. Ce qui choque ici, c'est que le blocage n'est pas l'œuvre de l'agresseur, mais résulte d'une décision de la coalition FARDC-Wazalendo. Ces forces interdisent tout accès aux véhicules, motos et personnes venant des zones occupées, sans motifs officiels clairs. À Sange, Martial Nyangé confirme que des centaines de passagers sont bloqués dans une impasse logistique. Cette paralysie asphyxie nos commerçants et punit des populations déjà épuisées par la crise économique régionale. Si la vigilance sécuritaire est légitime, elle ne doit jamais se transformer en une punition collective qui entrave la mobilité nationale. La question de la discipline des troupes VDP se pose avec acuité. Comment prétendre protéger le territoire si l'on paralyse la survie de ceux qui l'habitent? La sécurité doit être un bouclier, pas une barrière dressée contre notre propre peuple. À Kinshasa, ce lundi matin, la santé financière des foyers a été violemment secouée par une grève des transporteurs qui a transformé la ville en un vaste parcours du combattant. Ce que les chiffres confirment, c'est une ponction insupportable. Cynthia Divengele, une travailleuse rencontrée à Victoire, a dû dépenser 7 000 francs congolais pour atteindre son bureau, multipliant par 3 son budget quotidien. Cette somme représente une taxe invisible sur la dignité du portefeuille des Kinois. À l'origine de cette colère, les tracasseries policières sur les vignettes et les permis, où une simple opération administrative se transforme en racket organisée. Cette situation révèle une fragilité structurelle de notre mobilité urbaine, où le moindre grain de sable répressif paralyse l'activité de millions de citoyens. Quand l'État privilégie la traque documentaire sur la fluidité économique, c'est tout le front de la survie domestique qui vacille. Jusqu'à quand la mobilité de la capitale sera-t-elle l'otage d'un système policier qui voit dans chaque chauffeur une cible fiscale plutôt qu'un partenaire économique? Les chiffres publiés par le Stockholm International Peace Research Institute sont sans appel. Entre 2021 et 2025,
les États-Unis se sont imposés comme le premier fournisseur d'armement majeur pour l'Afrique, capturant 19% du marché devant la Chine et la Russie. Certains présenteront cela comme un signe d'influence stratégique. Regardons la vérité en face. Ce n'est pas une fierté, c'est une alarme. C'est la version officielle. Regardons ce dossier avec les yeux de la réalité. L'Afrique subsaharienne a vu ses importations d'armes progresser de 13% sur la période. Des avions, des missiles, des blindés, des munitions. Pourquoi faire exactement? Pour défendre des peuples souverains? L'évidence des faits répond autrement. Le Nigeria, le Sénégal et le Mali concentrent à eux trois l'essentiel de ces achats régionaux, pendant que leur population reste précaire et que des groupes armés prospèrent à l'intérieur même de leurs frontières. La question que personne ne pose dans les communiqués officiels est celle-ci. Où finissent réellement ces armes? Ce que l'on ne dit pas dans les rapports du CIPRI, c'est que dans nos régions, les armes livrées au gouvernement ne restent pas toujours entre les mains des armées nationales. Elles migrent, elles transitent, elles alimentent des rébellions. Nos frères de l'Est le savent mieux que quiconque. Les mêmes circuits qui approvisionnent nos forces de défense ont historiquement servi à rééquiper des groupes armés qui, aujourd'hui encore, sèment la terreur dans le Nord Kivu et l'Ituri. Lorsque Washington vend des systèmes d'armement sophistiqués à des États africains dont les institutions sont fragiles, il n'investit pas dans la paix africaine. Il investit dans un marché dont la demande est entretenue par l'instabilité elle-même. Pour nous, Congolais, la véritable question n'est pas de savoir si l'Amérique nous vend des armes. C'est de savoir si cette coopération militaire construit réellement une armée autonome, capable de défendre notre territoire avec nos propres officiers, notre propre doctrine, notre propre chaîne de commandement, ou si elle nous enchaîne à des intérêts extérieurs dont les priorités diplomatiques changent au gré des administrations à Washington, alors que nos compatriotes continuent de mourir dans l'Est. Une nation qui ne fabrique pas ses propres armes dépend de celui qui les lui vend, pour décider si elle mérite de se défendre. Ce n'est pas de la souveraineté, c'est une dépendance armée. Pendant que nous débattons de nos lois, le Burundi vient de signer un mémorandum stratégique avec Cobalt Metals, la firme soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates. L'objectif est de numériser les données géologiques burundaises d'ici juillet 2026, en utilisant l'intelligence artificielle pour identifier lithium et cobalt. Ce dossier nous touche au cœur, car il souligne l'enjeu de la souveraineté des données. Cobalt Metals tente d'accéder aux archives géologiques de la région conservées en Belgique. Si Bruxelles a montré des réticences à privatiser ces archives pour la RDC, le cas burundais montre que la bataille pour le contrôle de l'information minière est le nouveau pétrole régional. En quoi cela change-t-il la vie des Congolais? C'est simple. Celui qui possède la donnée possède le pouvoir de négociation. Si nous laissons des firmes étrangères cartographier notre sous-sol avant nous, nous perdons une part essentielle de notre souveraineté nationale. La souveraineté des données est le socle de notre indépendance future. La céder à des superpuissances technologiques, c'est accepter d'être spectateur de notre propre richesse. Passons à présent aux signaux qui remontent de nos provinces ce soir. Car en RDC, l'espoir comme les défis se cachent dans les détails du quotidien. À Kolwezi, le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, Roy Kaumba Mayon Philippe, a ordonné une enquête après le meurtre sauvage de Maître Dandy Anzama, avocat et cadre de l'Assemblée provinciale du Lualaba, abattu à son domicile dans le quartier Moussampo dans la nuit du 12 au 13 mars, alors qu'il protégeait son voisin. Ce compatriote laisse un fils de 10 ans grièvement blessé. Ce crime odieux rappelle l'insécurité persistante qui frappe même l'élite intellectuelle dans la capitale mondiale du cobalt, malgré les richesses colossales qui y transitent chaque jour sous la garde de services de sécurité souvent absents pour le citoyen ordinaire. À Kinshasa, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été reconduit pour 5 ans à la tête de l'AFDC lors de son 4e congrès. Malgré les rumeurs de déchéance et les tensions au sein de l'Union sacrée sur la révision constitutionnelle, l'autorité morale a réaffirmé son soutien au leadership de Félix Tshisekedi.
avec 941 candidats, députés nationaux alignés en 2023, le parti reste une force incontournable, même si Bharati a dû présenter ses excuses pour ses propos récents, promettant de briser le paradoxe d'un pays riche dont le peuple reste pauvre. Dans la Chopo, le gouverneur Paulin Lendobolia et le président de l'Assemblée provinciale Mathéus Kangwa ont scellé leur réconciliation à Kinshasa après des mois de bras de fer institutionnels. Sous la médiation du ministre des Finances, Doudou Fwamba, les deux dirigeants ont signé un acte d'engagement pour restaurer l'harmonie. Cette crise de palais, marquée par des procédures de déchéance croisées, a gravement paralysé le développement de la province. Rappelant que les rivalités des élites sont toujours payées au prix fort par les populations de Kisangani et des environs. À Walikale, la 34e région militaire a procédé à l'interpellation des généraux autoproclamés Wazalendo Kirikicho Mirimba, alias Mwanamaï, et Musubao Kalimba, alias Kassilasi. Accusés d'actes inciviques et antipatriotiques, ces chefs de guerre se livraient à des affrontements fratricides depuis 17 mois, causant la mort de 14 civils et le viol de 7 femmes à Calais. L'armée rappelle fermement que la mission des volontaires pour la défense de la patrie est de soutenir la défense nationale contre l'agresseur, et non de se transformer en bourreau des populations civiles qu'ils prétendent protéger. À Kachebere et Kibati, dans le territoire de Walikale, des renforts massifs de la rébellion AFC M23 ont été signalés. Des camions transportant hommes et munitions sont arrivés dans la nuit de dimanche, consolidant les positions rebelles après des combats contre les FARDC. Ces mouvements tactiques font craindre une nouvelle offensive d'envergure dans cette zone stratégique du Nord Kivu, accentuant la pression sécuritaire sur nos forces et provoquant de nouveaux déplacements de populations qui vivent dans une psychose permanente face à l'avancée de l'agresseur soutenu par Kigali. À Manono, un ressortissant chinois de l'entreprise Krek 7 a été retrouvé blessé après son enlèvement par des coupeurs de route sur l'axe Manono-Kiambi dans le territoire de Manono au Tanganyika. L'administrateur du territoire, Cyprien Kitanga Kibale, confirme que l'embuscade a également blessé un chauffeur et un policier à 7 km du centre. Mais derrière ce fait divers se cache une réalité que l'État refuse d'affronter. Ces coupeurs de route ne sont pas un mystère. Ils sévissent sur cet axe de façon répétée, connue, documentée. Ce qui les empêche d'être neutralisés, ce n'est pas leur puissance de feu. C'est l'inaction d'une police nationale qui devrait gérer ce phénomène avec les moyens qu'elle a déjà. Un tronçon en réhabilitation, traversé par des travailleurs étrangers, laissés sans escorte régulière et sans patrouille préventive. C'est une faiblesse d'organisation, pas une fatalité. Un phénomène facilement gérable, qui est laissé en marge, peut devenir ingérable et se répandre comme une gangrène. L'État qui ne protège pas ses axes routiers perd d'abord les investisseurs, ensuite les entreprises et finalement ses propres citoyens. La question n'est pas de savoir qui a kidnappé ce Chinois. La question est de savoir pourquoi la police n'était pas là avant que cela arrive. La Banque mondiale a lancé le programme Set for Jobs, doté de 972 millions de dollars, dont 300 millions pour la RDC, pour former 18 millions de jeunes en Afrique d'ici 2034. Le ministre Marc Ekila Likombo salue ce partenariat. Mais posons la question que personne ne pose dans les communiqués officiels. Pourquoi est-ce une institution étrangère qui doit décider comment former notre jeunesse? Où est l'État congolais dans cette équation? Une nation qui délègue l'éducation de ses enfants à des bailleurs extérieurs ne perd pas seulement des fonds. Elle perd le contrôle de ce que ces jeunes apprendront, de quels secteurs seront prioritaires, de quelles valeurs seront transmises. Set for Jobs alignera la formation de nos jeunes sur les besoins du corridor de Lobito et d'Inga 3, soit les grands projets que les puissances extérieures ont eux-mêmes identifiés comme prioritaires pour leurs propres intérêts économiques. Ce n'est pas de la coopération, c'est de la sous-traitance pédagogique. Une nation qui n'investit pas dans l'intelligence de ses propres enfants accepte que d'autres pensent à sa place. Et quand d'autres pensent à ta place, ce ne sont plus tes intérêts qu'ils défendent.
l'Église du Christ au Congo a réitéré son soutien au pacte social pour la paix, dressant un tableau sombre de la situation sécuritaire marquée par l'occupation de Goma et les exactions des milices Mobondo. L'Église plaide pour un dialogue national inclusif pour construire un consensus entre acteurs sociopolitiques. Pour l'ECC, seule une conscience collective éclairée pourra sortir la nation de l'obscurité des conflits, alors que le processus de Luanda semble marquer le pas dans une impasse diplomatique que seul un sursaut patriotique pourra briser. Enfin, au milieu de ce tableau chargé, une lueur de souveraineté technique nous vient du Congo central, avec l'annonce de la création de l'Académie d'excellence INGA. Ce projet vise à former un vivier de compétences hautement spécialisées pour les grands chantiers de demain, notamment INGA 3 et le corridor de Lobito. C'est une note d'espoir pour notre jeunesse. Savoir que demain, ce seront nos propres ingénieurs, formés chez nous, qui dompteront la puissance du fleuve Congo. C'est par la maîtrise de la technique et du savoir que nous reprendrons réellement le contrôle de notre destin industriel et énergétique. Nous arrivons au terme de cette édition du 16 mars 2026. Une journée de contraste profond. Nous avons vu une rentrée parlementaire à Kinshasa dominée par les enjeux des accords de Washington, alors que le sang continue de couler à Muchacha et Mugunga. Nous avons analysé la naissance du TPEF, un tribunal qui ne sera un bouclier que si l'on s'attaque à la corruptibilité du système. Nous avons dénoncé la paralysie de l'axe Bukavu-Uvira et l'étouffement de la santé financière des Kinois. Et nous avons scruté le jeu des puissances mondiales sur nos mines, des archives de Bruxelles aux entrepôts d'armes de Washington. La pensée du jour nous est offerte par Aimé Césaire, fils de notre continent. La vérité de la poésie est celle du courageux qui ne regarde pas ailleurs. Sans courage pour nommer nos défaillances, qu'elles soient policières, éducatives ou militaires, nous resterons spectateurs de notre propre naufrage. Que cette soirée vous apporte la force de rester vigilants. Que Dieu bénisse notre nation et protège chaque foyer congolais, du Congo central jusqu'aux collines de l'Est. C'était Mélissa pour Inside News RDC. Les faits d'abord, toujours. Nous nous retrouvons demain soir pour une nouvelle édition de votre journal. Bonne continuation.